Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Le secteur de la santé est paralysé. Après le SUSAS, le Saint-Famed observe un arrêt de travail, une grève pour réclamer leur dû. À l'Assemblée nationale, un groupe de 15 députés demande la révision du règlement intérieur. Pourquoi cette demande? Des précisions dans ce journal. Grève de 48 heures du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, le Saint-Famed. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Famed exige du gouvernement le paiement des rappels, des incidences financières et le règlement définitif de la question de la bonification des médecins spécialistes. Compte rendu, Arieta Sala et Aboubakar Souley. Après le SUSAS, le syndicat des pharmaciens et chirurgiens dentistes Saint-Famed a entamé ce jour un arrêt de travail de 48 heures. Ainsi, les deux grands syndicats du secteur de la santé ont paralysé totalement le secteur par leur arrêt de travail, malgré le service minimum qui est assuré. Dans beaucoup de centres de santé, les malades sont laissés à eux-mêmes. Seuls les cas d'urgence sont pris en charge. Ces deux parents rencontrés dans le centre hospitalier de Poudrière nous expriment leur mécontentement face à cette situation. Wallahi na zo ka dana na bai da lahiya tun da sai mun ka saka yanzu ma an tire babu aiki amma ina ga jira in gani ta yi wa an jima Allah ya sa a karbe mu shi na nake zama ina jira yanzu. Le centre hospitalier de Poudrière, qui connaît un afflux de patients tous les jours, est quasi vide au premier jour de la grève du Saint-Famed et deuxième journée de celle du SUSAS. En effet, 3 ans après le recrutement à la fonction publique, c'est le premier mouvement des médecins et chirurgiens dentistes pour demander le paiement des rappels des salaires. Mais aussi la question des incidences financières liées, n'est-ce pas, aux avancements. Le deuxième point, il est relatif à la bonification de médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes. Donc vous n'êtes pas sans savoir que dans ces pays, le médecin généraliste et le médecin spécialiste en termes de rémunération, il n'y a pas en fait une différence valable parce que même le statut général de la fonction publique qui ne prend en charge que le catégorie A1, le médecin qui est pratiquement classé dans la catégorie A1, mais il n'y a pas une disposition particulière, n'est-ce pas, qui prend en compte le médecin spécialiste qui part après le doctorat faire 4 ans, 5 ans, voire plus pour d'autres. Alors c'est pour ça qu'on dit que vraiment il faut d'abord que le gouvernement voit cette question
n'est-ce pas, qu'ils essayent effectivement d'accorder, soit en termes d'indemnité, soit en termes de motivation, soit tout ce qu'ils veulent. L'important que, en tout cas, si la personne se sacrifie pour aller se spécialiser, il faut qu'effectivement qu'il ait quelque chose, n'est-ce pas, qui peut la motiver pour pouvoir bien faire son travail. Ça, c'est en termes de motivation, mais aussi ça va inciter, n'est-ce pas, les autres médecins généralistes à aller se spécialiser pour combler les lacunes, pour combler les besoins criants qu'il y a. Le gouvernement doit regarder en face les conséquences d'un tel mouvement dans un secteur très sensible, des conséquences endurées par les pauvres citoyens qui n'ont que les centres de santé publics pour la prise en charge de leurs maladies. 15 conseillers régionaux de la ville de Tawa ont déposé une motion de défiance à l'encontre du premier vice-président du conseil régional. Les conseillers régionaux estiment que Mahmoudou Ibrahima a été élu vice-président sur la base d'un compromis entre les formations politiques, le PNDS et l'Omana. Affaire à suivre. 15 députés de l'opposition parlementaire ont adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale en date du 12 avril 2014 dans laquelle ils demandent la révision de la résolution numéro 003 du 19 avril 2011 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale et ses textes modificatifs. Plus de détails dans ce reportage de Issa Hamidou Mayaki et Sadou Doumi. Pour ce groupe de 15 députés de la mouvance au pouvoir, l'ambition dévoilée est de se conformer à la Constitution de la République du Niger. Mais le fait que cette démarche soit entreprise justement en ce moment précis et pas un autre, relèverait plutôt pour l'opposition parlementaire d'un autre calcul que cacherait mal leur jeu. Les députés peuvent déposer une motion de défiance en cas de crise de confiance. Aujourd'hui, la question qui taraude la tête de beaucoup de Nigériens, quelle est cette situation, quel est ce climat d'inconfiance qu'il y a entre le président de l'Assemblée et les députés nationaux? Il est toujours bien de conformer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aux dispositions constitutionnelles. Mais quel serait ou quel aurait été le mal de laisser par ces temps qui courent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en l'état, au vu et au su de l'ambiance qui y prévaut dans cette même Assemblée nationale? À ma connaissance, il y a un travail de qualité qui est en train d'être abattu et il y a une grande sérénité au niveau de l'Assemblée nationale. Le président Hama s'entend très bien avec tous les députés, nous travaillons dans de très bonnes conditions. Mais qu'à cela nous tienne, ambition réelle ou cachée, au niveau de l'opposition parlementaire, on préfère présenter un état d'esprit que rien n'effraie pour l'instant. Et au pire des cas, que n'a-t-on pas vu par le passé qui puisse constituer une première pour cette fois-ci? Ils veulent tester pour voir, comme à l'image de la motion de comment ils appellent ça, de confiance, ils veulent jauger pour voir si réellement ils ont les 76 députés favorables au départ de Hamamoud. Élu au même titre que le président de la République, Hama est un député national. Il a été élu par les 112 députés sur les 113. Il a une mission à remplir et il va la remplir. Plaise au bon Dieu. C'est ça l'état d'esprit du président de l'Assemblée et c'est ça l'état d'esprit au niveau de l'opposition parlementaire. Nous avons investi un homme d'une mission. La mission, c'est de faire en sorte que le pouvoir législatif se fasse dans les bonnes conditions. Le moment venu, le peuple va juger si oui ou non le président Hamamoud a rempli ou non sa fonction. Finalement, pour l'opposition parlementaire, tous ces instruments relatifs au règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne sont en fait qu'un terrain relais où se livre une autre bataille d'un autre niveau. Et il serait assez curieux, voire profondément surprenant que cela échappe à l'opposition parlementaire. Tout le monde sait ce qui est en train de se passer à l'Assemblée. L'achat de conscience des députés qui quittent des bords, qui viennent ici parce qu'il y a des promesses qui ont été faites, des promesses de postes, des promesses de l'argent. Et le moment venu, là, nous allons pouvoir apporter les preuves que la corruption a gangréné l'hémicycle. Et c'est la responsabilité de qui? Je l'avais dit à plusieurs reprises, le problème au niveau de l'Assemblée nationale n'est que la résultante de l'intrusion de l'exécutif dans le fonctionnement du législatif. Dès lors, ces députés se seraient alors trompés d'approche
car à l'heure actuelle, il semble se présenter d'autres choses et autres préoccupations dont ils ont mieux à faire, pointe du doigt l'opposition parlementaire. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes du pays, aujourd'hui le Niger est face à une crise alimentaire sévère. Nous avons la malnutrition qui est en train de tuer beaucoup d'enfants. Nous avons la pauvreté, nous avons les problèmes d'éducation. Chaque jour, c'est les enfants qui sont dans la rue. Nous avons des problèmes avec la santé. Il y a le syndicat de la santé qui est en grève. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes du pays, on est là en train de nous divertir à faire partir un homme parce qu'il parle, parce qu'il dit la vérité. Ça ne va pas au Niger. Tout le monde est conscient. Ça ne va pas. La pauvreté est là dans tous les ménages. L'insécurité alimentaire est dans tous les ménages. C'est des questions de fond auxquelles il faut que nous arrêtons de faire de la diversion pour que nous travaillions pour ce pays. Dans tous les cas de figure, révision du règlement intérieur ou pas, l'Assemblée nationale de la République du Niger, avec à sa tête une personnalité sur laquelle plane une motion de fiance, reste et demeure la preuve effective que le Niger est un formidable laboratoire démocratique. Rencontre ce matin à l'hôtel de ville de Niamey entre la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Meikibi Kadidiatou, Dandobi, et les autorités administratives, coutumières, religieuses et cadres de la région de Niamey. À l'ordre du jour, le point de la mise en œuvre du programme de renaissance dans cette région 3 ans après. Compte rendu, Assoumana China et Ibrahim Abdou. C'est une rencontre de présentation du bilan de 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance au niveau de la région de Niamey. La ministre Mme Meikibi Kadidiatou Dandobi a fait part des différentes réalisations de ce programme aux autorités administratives, coutumières, religieuses et cadres de la région pour le bien de la population. La région de Niamey a bénéficié sur ces 3 ans de 191 forages maraîchers qui ont été réalisés. Niamey a bénéficié de 89 puits maraîchers, de 23 804 mètres linéaires de réseau califournien et de 3 450 mètres de clôture grillagée pour les jardins. Et 113 kits, c'est-à-dire les ruminants, ont été donnés à des familles pour les appuyer. Des groupes de motopompes ont été mis à la disposition des agriculteurs et 44 banques céréalières ont été ouvertes pour les semences et approcher donc les semences par rapport aux agriculteurs. Par rapport toujours à la sécurité alimentaire, les investissements et les appuis ont permis d'augmenter les surfaces cultivées. C'est ainsi que en 2011, 27 475 hectares étaient cultivés, mais en 2013, cela a passé à 34 931 hectares pour la production, soit donc une augmentation de plus de 27%. Pour les cultures irriguées, les superficies ont également augmenté, passant de 1774 hectares en 2011 à 5008 hectares en 2013. Ça ne suivit ensuite des interventions des uns et des autres, qui pour encourager les autorités de la 6e République, qui pour faire des suggestions, qui pour faire part de leurs doléances relativement à leurs entités respectives. Des doléances que la ministre de la Population a pris soin de transmettre au gouvernement et au président de la République afin de trouver des solutions idoines. Après 3 jours d'échanges fructueux, les travaux de l'atelier national de formation sur les nouveaux standards de l'ITIE et de la vulgarisation du rapport 2011 ont pris fin cet après-midi sur une note de satisfaction. L'objectif est atteint. L'atelier est organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB avec l'appui de ses partenaires. Compte rendu, Youssouf Omar et Aboubakar Souley. L'objectif de cet atelier est atteint, les participants ressortent édifiés, les nouveaux standards de l'ITIE sont assimilés. Nous avons reçu un certain nombre d'informations
nous avons contribué aussi à améliorer le rapport du Niger, ce qui est une très bonne chose, parce que s'il y a la contribution des uns et des autres, ça ne peut que enrichir le document. Et je pense que ça a été bien assimilé, parce que nous sommes sortis avec une grande capacité renforcée. Et c'est surtout ça l'objectif d'ailleurs de l'atelier, renforcer la capacité des acteurs de la société civile et même les différents responsables au niveau des structures de l'État et au niveau des entreprises minières. Si à chaque année ou bien chaque 2 ans, on arrive à se retrouver, à créer un tel cadre pour pouvoir partager ces informations, je pense qu'il y aura de l'avancée en matière de transparence dans les industries extractives. Néanmoins, des recommandations ont été formulées par les organisations de la société civile et autres participants à l'atelier. Au gouvernement de revisiter les textes portant institution de l'ITIE au Niger en vue de l'adapter aux exigences de la nouvelle norme et assurer une participation équitable de toutes les composantes du groupe multipartite. Financer le processus ITIE Niger et son institutionnalisation. Actualiser régulièrement le registre des licences et assurer l'accessibilité de celles-ci. Renouveler le comité national de concertation de l'ITIE en dépassement de son mandat selon le nouveau standard. Au comité national de concertation CNC2, 1. Réaliser une étude de faisabilité sur l'imposition de plus-value au moment de la vente des parts et permis miniers et pétroliers. 2. Prendre en compte les observations des formes et fonds relevés dans le rapport 2011 avant sa vulgarisation au public et sa soumission au secrétariat international de l'ITIE. 3. Collecter et intégrer dans les rapports ITIE les flux financiers des artisans miniers. 4. Collecter tous les transferts non monétaires au profit des collectivités réalisées par les industries extractives. 5. Prendre des dispositions afin de prendre en compte les transferts internationaux conformément aux directives de l'Union européenne, loi Dodd-Frank sur les transferts de fonds des entreprises européennes et américaines. Aux entreprises d'exploitation minière et pétrolière de 1. Privilégier au maximum la main-d'œuvre locale pour les emplois non qualifiés en vue de permettre un meilleur désenclavement de l'entreprise. 2. Intégrer le contenu local au PDC des collectivités pour une meilleure harmonisation des actions des entreprises avec les besoins des populations. 3. Prendre des mesures de préservation de l'environnement en vue d'atténuer les effets négatifs et procéder à la restauration de l'environnement. 4. Associer les sociétés dans l'élaboration des PDC des collectivités territoriales. 5. Lier le contenu local au PDC des collectivités pour une meilleure harmonisation des actions des entreprises avec les besoins des populations. Toute la transparence, rien que la transparence dans le domaine des industries extractives, c'est à cela que l'ITIE et les structures de la société civile tiennent. Au terme de ces 3 jours de travaux, nous sommes plus que outillés par rapport aux nouvelles normes de l'ITIE. À savoir, aujourd'hui, de l'ITIE qui exige seulement la transparence des paiements, nous passons vers l'encouragement pour la publication des contrats, la transparence dans la dépense des revenus et même l'appropriation de certains pays de cette norme de transparence mondiale. Et je crois que l'objectif principal de l'ITIE, c'est de faire en sorte que nos pays profitent plus de leurs ressources naturelles de sous-sol. C'est-à-dire, au lieu que, au Niger, les revenus provenant de l'industrie extractive ne participent qu'à 5% du budget national, l'ITIE nous donne une piste de pouvoir amener les acteurs, à savoir le gouvernement et les compagnies, à faire en sorte que les contrats changent
et qu'ils deviennent des contrats gagnant-gagnant. Les nouvelles normes de l'ITUE sont désormais connues des organisations de la société civile nigérienne. Reste à veiller pour que les gouvernants les appliquent. Gérer les risques, promouvoir la croissance pour la résilience des communautés dans un contexte de lutte contre la pauvreté au Niger, dans un contexte de mise en œuvre du PDS, de l'initiative 3N et de la politique nationale de la protection sociale. Tel est le thème de la journée de réflexion des leaders de la société civile nigérienne, débutée ce matin au siège du SNAD. Une journée placée sous la présidence de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale et de la directrice pays de Oxfam. Compte rendu Michel Deji et Halilou Bourema. C'est une rencontre dont les grands enjeux ont été présentés aux représentants des organisations de la société civile nigérienne à l'ouverture des travaux. Il y a le contexte de développement de notre pays qui, en tout cas, appelle à beaucoup de réflexions, à beaucoup d'initiatives. Et il y a aussi les spécificités au niveau des régions que nous devons tenir compte dans la mesure où nous avons dit que les communes doivent être le port d'entrée du développement. Et l'autre aspect que dans le cadre de la protection sociale, nous avons voulu mettre en évidence, c'est comment la diversité culturelle de notre population, parce que la culture quand même est un tremplin du développement, voir comment nous allons conjuguer nos efforts pour pouvoir aider à lutter contre la pauvreté. Des actions salutaires qui sont accompagnées dans leur mise en œuvre par des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la promotion du bien-être social des populations nigériennes. Déjà en 2009, lors de l'élaboration de la politique nationale de la protection sociale, Oxfam a apporté un appui technique et financier pour soutenir l'initiative. Il est donc normal que pour nous de continuer à accompagner la mise en œuvre de la protection sociale au Niger. Car nous sommes convaincus qu'assurer une protection sociale solide et pérenne, surtout au profit des populations les plus vulnérables, est essentiel pour garantir les droits humains, les fondements auxquels chaque citoyenne et chaque citoyen a droit dans un État démocratique. Une initiative également saluée par le président de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Chers participants, le choix du public cible, je veux dire les organisations de la société civile en particulier, n'est pas fortuit. Et c'est pourquoi je vous invite à orienter vos échanges dans le sens de savoir comment créer les conditions de rentabilité des différents mécanismes et systèmes de protection sociale formels et informels pour optimiser le bien-être social des ménages, des familles et des communautés face aux risques de vulnérabilité. Comment mettre en place des nouveaux instruments pour renforcer les services modernes et traditionnels disponibles afin d'élargir la protection sociale à la majorité des populations. Comment élargir la couverture sociale aux catégories les plus démunies. Notons que ce sont diverses recommandations qui sont attendues au terme de cette journée d'échange, dont les réflexions contribueront sans doute à l'élaboration de nouvelles propositions de loi garantissant une meilleure protection sociale, notamment aux couches les plus vulnérables de la population nigérienne. Déclaration hier des ressortissants du village de Toulouaré. Elle est relative aux problèmes fonciers dans cette localité. La population de Toulouaré se désengage de la déclaration rendue publique samedi par l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Compte rendu Assoumana China et Sadoudoumi. La population de Toulouaré se désengage de la déclaration rendue publique par l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN. Cette association qui persiste à ce que les problèmes fonciers dans cette localité soient jugés, malgré le retrait de la plainte du gouvernement ayant occasionné la libération de l'ancien député Boubé Gazibo impliqué dans cette affaire. Dans une déclaration rendue ce matin, les ressortissants de Toulouaré ont demandé à la reine de s'abstenir de s'ingérer dans cette affaire tout en apportant leur soutien indéfectible à leur chef du village et à Boubé Gazibo. Dans sa déclaration, M. Bourema Dodo a affirmé agir au nom et pour le compte de M. Oumar Sandari,
et 24 autres personnes du village de Tlouaré. Il convient de préciser à ce niveau que les dites personnes ne sont ni propriétaires de terres ni éleveurs du village. 2. Informons l'opinion nationale et internationale. Les agissements de l'AREN ne sont que le résultat d'un complot planifié et financé par certains politiciens cachés derrière cette organisation qui serait chargée de le mettre en exécution. Leur objectif principal serait d'entraîner les autorités administratives et judiciaires contre certaines personnalités du canton de Bitinkoji, dont le chef du village de Tlouaré est particulièrement Boubé Gissibon. 3. Attirons l'attention des autorités compétentes sur l'instrumentalisation de l'AREN visant à semer la haine et la confrontation entre les paisibles habitants de la zone. 4. Rappelons à Bourema Dodo et ses commanditaires quant à leur ignorance des réalités locales et du foncier dans notre village et le statut des domaines publics fonciers de l'État qui sont basés indiscutablement sur le principe de l'affectation directe à l'usage public ou à un service public. Rappelons à l'AREN que ces missions sont exclusivement d'ordre pastoral et non l'agriculture, la cueillette, la chasse, le ramassage du bois et le dédommagement des populations. Informons Bourema Dodo et son association que les populations de Tlouaré sont et demeurent les propriétaires légitimes des terres de Tlouaré depuis les temps immémoriaux et que celles-ci ne sont pas la catégorie des éleveurs nomades errant à la recherche des terres du pâturage comme dans certaines zones de notre pays. Les terres du village ne sont pas des terres communautaires sans propriétaire comme ils le font croire, ou même lui pourrait s'y installer avec ses animaux un jour sans autorisation. Demandons à Bourema Dodo qu'il faudra mieux qu'il se préoccupe des populations de Gourbanda, son village d'accueil, qui en a tant besoin de ce moment précis dans l'affaire de la centrale électrique, du problème du couloir de passage que vivent dans leur chair les populations du village et environnants. Pourquoi Bourema Dodo et les autres membres de l'AREN que nous connaissons tous s'insurgent pour nuire le chef du village de Tlouaré et Boubé Gissibon? Et pourtant, il y a d'autres particuliers qui ont acheté auprès d'autres propriétaires des superficies indéterminables des terrains sur le même plateau dont l'AREN ne fait pas cas. C'est pourquoi nous mettons cette association en garde de se retirer totalement de cette zone. Cette affaire des problèmes fonciers à Tlouaré est-elle close avec cette sortie de la population de ces villages et le retrait de la plainte du gouvernement? L'avenir nous est différent. La place France Fanon de Alternative Espace Citoyen a servi de cadre hier après-midi au lancement du projet Société civile et médias, partenaires pour le droit à l'information. Ce projet a pour objectif le renforcement des synergies entre journalistes et organisations de la société civile pour accroître le droit à l'information de qualité et à la liberté d'expression. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Adamou Soumana et Aboubakar Souley. La présente rencontre entre acteurs de la société civile nigérienne et hommes des médias marque le début d'un partenariat pour le droit à l'information. Un partenariat qui vise entre autres à accroître les capacités des journalistes tout en les appuyant à produire une information médiatique qui renforce le contrôle citoyen sur l'action publique et les droits à l'information. Un événement fortement loué par le secrétaire général de Alternative Espace Citoyen Moussa Tiangari, ayant vivement salué les différents partenaires qui se sont investis pour la réalisation de ce projet. Des partenaires qui, à leur tour, n'ont pas manqué de donner les raisons de leur participation à ce projet. Pourquoi le Niger? Les raisons propres au Niger. Je crois que le Niger, d'une part, il est très symptomatique et révélateur de tous les défis de la région, aussi bien en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les menaces liées au fondamentalisme, en ce qui concerne la gestion des industries extractives. C'est une question centrale au Niger, mais c'est une question centrale au Nigeria, au Ghana, en Guinée, même au Sénégal. La question des migrations. Le Niger est un pays fournisseur,
de migrants, mais c'est aussi un pays extrêmement important de passage, de transit des migrants. Et puis la question de la gouvernance, qui est une question générale alors à la région. La plupart des pays, le Niger en fait partie, figure parmi les derniers pays sur la liste de la corruption de Transparency International. Une deuxième raison, c'est que le Niger, il est crucial pour l'équilibre du Sahel et pour l'équilibre de la région. L'objectif visé par cette intervention de l'Union européenne, qui est de soutenir la promotion des droits humains et les réformes démocratiques afin de rendre tangibles les droits à l'information. Ceci doit également encourager l'éducation citoyenne dans le but de favoriser la conciliation pacifique des intérêts entre groupes différents d'une même entité sociale. Procédant au lancement officiel de ce projet, le ministre de la Communication a d'entrée du jeu souligné toute l'importance qu'accorde l'État du Niger au droit à l'information avant de situer l'objectif de ce projet. Le droit à l'information est un droit fondamental. La Constitution du 25 novembre 2010 le consacre en son article 31 qui stipule « Toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. » En plus, notre pays a adopté en février 2011 une charte d'accès à l'information et aux documents administratifs. Société civile et médias, partenaires pour le droit à l'information, se donnent comme objectif de construire des synergies entre médias et société civile sur le droit à l'information et la participation citoyenne afin de les rendre plus actifs dans la veille et le contrôle citoyen de l'action publique. Société civile et médias, partenaires pour le droit à l'information, est un projet né des consultations entre l'Institut Panos pour l'Afrique de l'Ouest, Alternative Espace Citoyen et l'Association des femmes professionnelles de la communication. La durée de vie de ce projet est estimée à 2 ans qui sera répartie entre activités de formation et celles de production et de séminaires. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur La Barrie.